In the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Bonjour, Microciné numéro 240. Aujourd'hui, nous allons parler des années 90, de mes années 90, et d'un cinéaste que j'ai découvert malheureusement lorsqu'il n'était plus de ce monde. Ce cinéaste s'appelle Krzysztof Kieślowski, c'est un cinéaste polonais. Et aujourd'hui, là, à l'heure où je vous parle, nous sommes le 22 octobre, il y a eu une rétrospective à la Cinémathèque de Paris qui se termine dans 3 jours. Et d'ailleurs, dans les 3 prochains jours, vous pourrez, si vous pouvez ou voulez, découvrir une œuvre impressionnante qui s'appelle le Décalogue et que je vous conseille vivement, et puis suivi de d'autres courts-métrages. Il y a eu aussi une exposition Kieślowski de ses photographies à la gare Saint-Lazare. Ça s'est terminé le 15 octobre dernier, et surtout, parce que c'est encore possible, il y a, j'ai envie de dire, non pas 2 films, mais 4 films, les 4 derniers films de Kieślowski qui sortent, qui sont disponibles actuellement dans Paris, La double vie de Véronique et le triptyque 3 couleurs, c'est-à-dire rouge, bleu, blanc, rouge. Kieślowski revisite à sa manière la devise française. Et pour discuter de ce cinéaste, je cherchais par monts et par vaux à contacter Vincent Amiel, et grâce à Nicole Bronez, Vincent est là et je lui en suis éternellement reconnaissant. Comment allez-vous, Vincent Amiel? Très bien, merci. C'est à vous qu'il faut le demander, ça s'entend la petite voix Non, mais en fait, ce que je voulais dire par là, c'est que en 95, vous avez écrit un livre qui a été édité chez Rivage Payot et qui est encore disponible. On peut le trouver encore déjà, voilà, sur Amazon par exemple, des titres audio, voilà. Mais en tout cas, c'est encore d'occasion. Voilà, c'est d'occasion, mais c'est encore disponible. Et alors que je vous présente, que l'outrecuidance de peut-être certaines personnes de pas vous connaître, mais en tout cas vous êtes professeur d'université, vous êtes critique de cinéma, vous êtes théoricien de l'image, et vous avez écrit pas mal de publications, entre autres ce roman cet essai sur Kieślowski. Et surtout, je crois que quand on va sur le site de la Cinémathèque, le texte qui présente la rétrospective, je crois que c'est vous qui en êtes l'auteur. Donc, alors, une question qui va peut-être vous sourire. Est-ce que ça vous a surpris, voilà, je suis un petit jeune de 45 ans que viennent vers vous pour vous dire, est-ce qu'on peut parler de Kieślowski? Est-ce que ça vous a un peu surpris? Alors, oui et non. Ce qui me surprend souvent, effectivement, c'est de voir ressurgir Kieślowski dans des rétrospectives, dans des hommages, et évidemment dans cette actualité-là si importante à l'automne que vous venez de rappeler. Mais en même temps, alors je dirais peut-être pourquoi ça me surprend un peu, mais en même temps, à chaque fois que je montre des extraits de films de Kieślowski à mes étudiants, ils sont en général fascinés, ils le découvrent la plupart du temps, et c'est assez extraordinaire l'accueil qu'ils lui font aujourd'hui, enfin d'année en année, depuis quelques années. Donc je suis pas surpris qu'on s'y intéresse, que vous y intéressiez en particulier, mais c'est vrai que parfois, je me demande pourquoi, et ça fait partie de sa force, hein, ça fait partie évidemment de la force des grands créateurs, c'est que ils sont à la fois fortement de leur époque, d'où parfois mon étonnement, mais en même temps, évidemment, les formes qu'ils ont trouvées, parce que je crois que c'est ça qui compte, les formes qu'ils ont trouvées parlent aussi longtemps après, en définitive. Donc voilà, c'est une réponse de Normand, c'est le cas de le dire, voilà, à la fois ça m'étonne ponctuellement, mais je ne peux que constater que c'est un cinéaste qui a des échos constamment depuis qu'il est mort. Et ce cinéaste, vous concernant, vous aviez commencé à le découvrir quand il était encore documentariste, ou c'est beaucoup plus tard que vous l'avez découvert? Je connais pas très bien la distribution des films de Kieślowski, hein, c'est pour ça que je vous pose cette question. Je crois vraiment qu'on a, il faudrait que j'aille chercher, mais je crois vraiment qu'on a découvert ces documentaires plus tard, y compris dans les festivals, hein, qui sont souvent les moyens d'accéder à des films qui ne sont pas sortis, mais on a découvert ces documentaires à la fin des années 80, en gros, hein, donc après qu'on ait
été bousculé, renversé par le Décalogue dont vous avez parlé tout à l'heure, qui était une série donc de 10 films pour la télévision polonaise, mais dans laquelle il avait extrait 2 titres pour en faire des versions cinéma, avec une durée cinéma d'1h30. Et ces films avaient été montrés, en particulier au Festival de Cannes, étaient sortis sur les écrans, et c'est à partir de ce choc du Décalogue qu'on a commencé à voir ces autres films, ces premiers films de fiction et ces films documentaires. Mais là où vous avez raison, c'est que dans mon souvenir, l'impact de Kieślowski, ça a été un impact à la fois de ces films de fiction et de ces films documentaires. Pour moi, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai toujours vu en même temps. Et je crois que en effet, l'avantage de découvrir un cinéaste avec un petit peu de retard, ce qui arrive souvent à l'étranger, c'est de compacter comme ça ses œuvres et d'avoir une vision transversale très vite. Moi, je me suis... Vraiment, excusez-moi. Le documentaire est passionnant, en effet. Enfin, vous avez raison de le pointer du doigt. Les 2 films que vous évoquiez qu'il a sortis sous format cinéma, si je me trompe pas, c'est Brève histoire d'amour et Tu ne tueras point. Voilà. Hein, c'était. Donc, Brève histoire d'amour, c'est une histoire de voyeurisme et d'amour fou, enfin. Et Tu ne tueras point, c'est un film choc, hein, qui, je le dis en 2 mots, je ne sais pas si sur un meurtre sauvage commis par un petit voyou pour récupérer quelques billets de banque. Et la deuxième moitié du film, c'est l'exécution officielle, institutionnelle de ce voyou, et c'est filmé de manière aussi horrible, hein, de manière aussi insupportable. C'est un double choc, et ça a eu un impact. Enfin, je me souviens au Festival de Cannes, hein, les fauteuils claqués, les gens partaient au milieu de la séance. Enfin, c'est un film qui a bouleversé et qui est tout à fait caractéristique du regard de Kieślowski, et dans la manière et dans le choix du sujet, enfin bon. Et donc ces 2 films ont beaucoup marqué à leur sortie. Alors, il faut savoir que je pense que vous êtes informé, mais ces films, le Décalogue, La double vie de Véronique, le triptyque 3 couleurs, mais aussi certaines fictions qu'il avait réalisées dans les années 80, si je me trompe pas, comme Le hasard, comme La cicatrice, je crois. Tous ces films-là, moi, je les ai découverts sur Canal+, dans le cadre d'une émission qui avait été dirigée à l'époque par Nicolas Boukrieff et qui passait le lundi soir vers 22h. Ce que je veux dire, c'est que il a fallu un passeur qui dise il faut voir ces films, ils sont importants, et à une heure peut-être tardive sur une chaîne, bon, effectivement câblée, mais c'était assez impressionnant. Et moi, je me souviens du mois de mai 96. Kieślowski était mort, je crois, depuis 3 mois, quelque chose comme ça. Et je me souviens très très bien de l'hommage que Cannes avait rendu à Kieślowski. C'était pratiquement la séquence d'ouverture de La double vie de Véronique. Moi, je ne le connaissais ni l'un ni l'autre, hein, c'est-à-dire ni Kieślowski ni La double vie de Véronique. C'est là que j'ai découvert ce cinéaste par le biais de cette séquence extraordinaire et immensément connue. Quand on parle de Kieślowski, il y a certaines séquences comme ça de certains de ses films, dont cette séquence-là, je crois que vous ne contredirez pas là-dessus, où l'on voit Irène Jacob qui joue le rôle de Véronica avec un K, donc qui joue le rôle de la Véronica polonaise, et qui est en train d'entonner un chant extraordinaire, et puis progressivement elle est dehors en cours dans une cour extérieure, et il y a la pluie. Et il y a cette lumière aussi, et je crois qu'on va parler de la lumière chez Kieślowski. Et puis, si je me souviens bien, elle finit de chanter, et puis on l'entend respirer, et il y a encore cette pluie. Et je vois, et ce qui m'avait extrêmement frappé, c'est que j'avais l'impression que j'étais le seul spectateur à ce moment-là de ce moment. Et c'est ce que j'ai toujours retrouvé chez Kieślowski, cette sensation d'être toujours le premier. Enfin, je sais pas si j'arrive à me l'exprimer. J'ai cette impression en tant que spectateur d'être le premier à voir ce qu'il me montre. C'est-à-dire qu'il a une manière effectivement de travailler le sens, c'est-à-dire le sens vers nous,
qui nous en fait, il nous positionne comme quelque chose, comme quelqu'un d'extraordinaire. En fait, nous participons à la fabrication de ce film. Et j'avais cette sensation-là impressionnante et que j'ai retrouvée dans pratiquement tous les films que j'ai pu voir. C'est intéressant ce que vous dites parce que ça explique peut-être aussi ma réaction de tout à l'heure quand je dis je suis étonné qu'on en parle. C'est peut-être aussi que moi je crois être le seul comme vous le dites là. Hein. C'est assez intéressant. Et puis pour reprendre ce que vous disiez du passeur, hein, il faut qu'il y ait un passeur. C'était pas non plus un cinéma confidentiel hein, du tout. Il faut imaginer qu'à la fin des années 80, Télérama fait un hors-série Kieslowski qui est un numéro formidable d'ailleurs et qui a été formidable à l'époque, ses témoignages. Mais vous voyez, un hors-série de Télérama, c'est pas le genre de truc qu'on se refile sous le manteau ou entre complices cinéphiles. C'est vraiment un très grand public et donc ça montre hein, cette double carrière en effet peut-être à la fois publique et qui passe par des, comme vous le dites, par des individualités, par des subjectivités qui sont touchées à chaque fois très individuellement. Alors, en faisant des recherches un petit peu sur le cinéaste, mais surtout parce que le cinéaste a été formé à la célèbre école de Lodz, où sont sortis des gens comme Polanski. Je crois que Skolimowski aussi, je crois qu'il est sorti de cette école, si je me trompe pas, Jerzy Skolimowski. Bref. C'est possible, c'est une des très grandes écoles européennes. Voilà, c'est ça. Mais en faisant des recherches, j'ai trouvé que Kieslowski faisait partie d'une... Je ne savais pas, je vous l'avoue, je ne le savais pas, je l'ai appris il y a quelques jours, qui faisait partie d'une génération qui s'appelait l'inquiétude morale. Alors j'ai regardé un peu ce que c'était, mais j'aimerais bien que vous m'en parliez de ça. Mais c'est formidable, je ne connaissais pas cette génération-là. Oui, enfin, ce sont les critiques qui l'ont appelé par la suite, hein, cette génération de l'inquiétude morale. Oui, ce sont des gens comme Zanussi, par exemple, que lui on a complètement oublié, mais qui a été très marquant aussi. On peut dire que d'une certaine manière, ce sont un peu les fils de Vajda, hein, donc Vajda, Zanussi, Kieslowski, effectivement Skolimowski. Alors, l'inquiétude morale, l'idée c'est que effectivement, il se pose des questions sur le monde qui sont à la fois des questions politiques, mais vous savez que donc à l'époque, la Pologne est sous régime communiste dictatorial, donc évidemment les questions politiques, elles ne sont posées qu'indirectement ou implicitement ou avec bien des contournements. Et du coup, ce qui ressort peut-être davantage, ce sont les questions morales, c'est-à-dire effectivement, d'abord comment réagir politiquement ou vis-à-vis de situations politiques dont on peut peut-être faire l'analyse le plus discrètement possible ou le plus indirectement possible, comment réagir politiquement, mais aussi comment réagir face à des questions qui sont des questions existentielles, qui sont des questions de relations d'individu à individu, dans un pays qui est très fortement marqué par la religion catholique, donc par une certaine morale, et donc ces deux chapes, on pourrait dire culturelles, hein, que sont l'Église catholique et le régime communiste, incitent à s'interroger davantage, et ces cinéastes ont porté, en effet, on peut dire de la fin des années 70 à la fin des années 80 peut-être, hein, de manière privilégiée ce questionnement moral. Hein, que doit-on faire? Mais ce questionnement moral, est-ce que Kieslowski l'abordait frontalement ou est-ce qu'il passait par des métaphores, par des moments symboliques? Comment il travaillait cette question morale? Et il l'aborde frontalement dans le décalogue. Le décalogue, donc vous voyez, le décalogue s'appelle le décalogue, c'est-à-dire est censé suivre 10 épisodes, est censé suivre le fameux décalogue de la Bible, hein, donc les 10 commandements, tu ne tueras point, tu ne prendras pas la femme de ton voisin, etc., etc. Sauf que Kieslowski filme 10 situations dans lesquelles précisément les personnages ne sont pas soumis à un décalogue, ne sont pas soumis à des règles morales. Ils sont livrés à leur seul jugement. Hein. C'est-à-dire effectivement, qu'est-ce que je fais à ce moment-là dans cette situation-là?
mon ami a une femme, je suis amoureux d'elle, qu'est-ce que je fais? Ma femme attend un bébé ou ma maîtresse attend un bébé, au milieu des années 80 en Pologne, hein, qu'est-ce que je fais? Mais sans recourir jamais à un diktat, à une règle, à une loi religieuse, une loi morale, etc. Et donc, dans le décalogue, il affronte absolument hein, cette question morale. Qu'est-ce qu'on doit faire à partir du moment où on renonce à avoir des règles ou des réponses toutes faites? Mais alors, ça, oui, effectivement. Et est-ce que l'idée aussi de malmener le récit, c'est-à-dire de donner la possibilité aux personnages comment dire, de choisir leur destinée, mais aussi d'être malmenés par le récit, est-ce que ça fait partie aussi de cette manière d'aborder frontalement la question de la morale? Je pense bien évidemment à Le Hasard, par exemple, Le Hasard, qui est un film incroyable et qui sera plusieurs fois qui aura influencé bon nombre de cinéastes, que cela soit des cinéastes européens ou américains ou occidentaux ou même africains. Donc. Oui, mais vous avez raison, j'aurais pu citer Le Hasard comme exemple en effet de confrontation ou de questionnement moral, puisque dans Le Hasard, on a un personnage qui est mis dans 3 conditions différentes. Hein, grossièrement, une fois il est militant à Solidarnosc contre le régime, une autre fois il est au contraire, il fait partie du Parti communiste, une autre fois il est totalement indifférent à ce qui se passe, et à chaque fois Kieślowski observe quel peut être son comportement et quelles conséquences peut avoir ce comportement, etc. Ce qui est très étonnant en définitive, enfin ce qui peut nous étonner, c'est que Kieślowski ne tranche jamais, Kieślowski ne donne jamais une réponse ou ne nous guide jamais vers une réponse. Mais effectivement, il met en regard, et c'est là où intervient la notion de narration éclatée dont vous parliez, il nous montre à quel point un choix ou une destinée sont arbitraires et à quel point peut-être il ne faut pas se laisser contraindre par les nécessités d'une histoire, hein, peut-être plus que d'un récit. Est-ce que c'est pas, alors c'est une question un peu basique, je l'entends bien parce que beaucoup de cinéastes, que cela soit beaucoup de cinéastes qui vivent dans des pays qui ne sont pas des dictatures entre parenthèses, travaillent aussi la narration de cette manière, mais quand même, est-ce qu'il y a les répercussions de ce que vit la Pologne à cette époque-là, qui est une dictature assez forte, est-ce que cette situation politique, sociale, économique, fait que Kieślowski travaille le cinéma de cette manière-là? Alors, moi, je crois que la situation politique, c'est-à-dire très clairement l'impossibilité de dire absolument ce qu'il veut comme il le veut, la situation politique l'a entraîné à avoir une forme de récit et une forme de montage qui est très singulière et qui apparaît dans ces documentaires, et c'est souvent pour ça que ces documentaires sont passionnants, c'est-à-dire à raconter une réalité, à montrer une réalité, à la raconter, oui, on peut dire, parce que comme il intervient beaucoup, hein, comme sa mise en scène est très, très constructive, hein, il construit une réalité, il analyse une réalité, et puis il analyse une autre réalité à côté, hein, où il montre, où il raconte une autre réalité à côté. Et les deux sont montrés en parallèle. Il y a un exemple qui est très net, hein, c'est un court-métrage documentaire qui se passe dans une usine où on voit les ouvriers se crever au travail, on voit leurs mains, on voit leur fatigue, on voit leur corps lourd, etc. Et puis en montage alterné, on voit des cadres en bras de chemise dans une réunion qui parlent du budget, qui parlent du plan quinquennal, etc. et qui en viennent petit à petit à la conclusion qu'on aboutira, on n'arrivera jamais au résultat escompté et que l'usine va perdre encore de l'activité, perdre encore. Voilà. Et
on a un constat d'échec bureaucratique d'un côté, on a le travail qui crève, qui alourdit, qui est mené par les ouvriers, et Kieślowski n'établit aucune relation explicite, il n'y a pas de commentaire, il n'y a pas de voix off, mais on a ces deux réalités qui voisinent. Et en fait, c'est cette façon de faire qu'il va utiliser par la suite dans la fiction, c'est-à-dire effectivement laisser le spectateur, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, laisser le spectateur faire la relation entre les réalités, parfois sans scandaliser, ça serait la réaction politique, on pourrait dire, et puis parfois sans émouvoir, ce serait la réaction plus sensible à des films de fiction ou à des films qui jouent davantage du pathos, disons. Mais en vous écoutant, j'ai l'impression que c'est assez rare de voir un cinéaste qui a énormément confiance comme ça au spectateur, énormément confiance en lui. Il n'a pas peur de le perdre? Il n'a pas peur de le perdre? Alors, j'avoue que je l'ai jamais entendu parler de ça, et j'avoue que je n'ai jamais parlé de ça avec lui. J'ai eu la chance de le rencontrer à plusieurs reprises dans les années qui ont précédé sa mort. Mais vous avez raison, oui, sans doute Kieślowski faisait une confiance formidable dans la réception, dans la sensibilité du spectateur. Et c'est vrai, on pourrait presque dire que c'était vrai aussi dans sa façon de diriger les acteurs. Il avait une manière de les laisser composer, qui rejoint peut-être aussi cette confiance que vous appelez une confiance. Oui, tout à fait. Parlons un peu aussi de ces quelques films qu'on peut retrouver encore aujourd'hui dans Paris, pour celles et ceux qui sont à Paris. Donc, La double vie de Véronique a été réalisée, je crois, en 91-92, et qui alterne entre la Pologne et la France, avec une même actrice qui est Irène Jacob. Oui, alors il alterne pas. C'est encore plus fort, si j'allais dire. Oui, pardon. Excusez-moi. Non, mais il y a effectivement 27 minutes qui sont consacrées à l'héroïne polonaise, enfin à Véronika, et puis le reste du film, c'est-à-dire, je sais pas, une grosse heure, à Véronique, l'héroïne française, mais les deux sont juxtaposés, hein, et il n'y a pas d'alternance entre les deux. Donc, d'ailleurs, je ne sais pas si vous voulez qu'on continue là-dessus, mais oui, allez-y. Après, je vous dirais, il y a quelque chose qui m'est revenu. Il faut que je parle de ça avec vous. Il y a la séquence où les deux Véronique, oui. On va parler de ça après. Allez-y, je vous laisse terminer ce que vous vouliez. Donc effectivement, de manière totalement inexplicable dans le film, inexpliquée dans le film, ça rejoint exactement ce que je viens de dire à propos du documentaire. Oui. On a cette vie de Véronika, puis la vie de Véronique dans le puits. C'est un puits dans le film, c'est un ensuite dans le film, mais on ne sait pas du tout ce qu'il en est dans leur vie, hein, dans leur vie réelle. Ce sont deux vies mises côte à côte. Simplement, les deux femmes sont interprétées par la même actrice, Irène Jacob. Il y a des points communs dans leur vie. Elles ont un père qui vit solitaire, pas très loin de chez elles. Elles chantent l'une et l'autre. Voilà, il y a quelques éléments comme ça, quelques objets aussi qui leur sont communs. Et puis, on laisse faire le spectateur. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il n'y a pas de lien? Etc. Juste une anecdote à propos de ce film et à propos de ce que vous disiez des récits éclatés. Quand le film est sorti en France, c'était en fait le premier film que Kieślowski tournait en France et avec une production française. Et il sort en exclusivité dans 17 salles à Paris à l'époque. À l'époque, on sortait dans beaucoup moins, les films sortaient dans beaucoup moins de salles qu'aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, c'est 600 salles. Bon, il sort dans 17 salles à Paris et Kieślowski avait proposé à son producteur de faire 17 montages différents pour que chaque film sortant dans une salle soit différent. C'est assez extraordinaire sur la conception qu'il pouvait avoir du montage, de l'importance de la construction à l'intérieur des films. Alors évidemment, le producteur et le distributeur ont refusé, enfin ça ne s'est pas fait, mais la proposition dit pas mal de choses de la conception kieślowskienne du récit. Mais il était sérieux, Kieślowski? Oh, je ne sais pas jusqu'à quel point, mais je pense, oui.
Kieślowski, c'était quelqu'un d'assez sérieux. Oui, Ah oui, d'accord, pardon. Oui, oui, on rigolait pas vraiment. Hein. Non, mais c'est marrant parce que ça me rappelle ce que disait Serge Danet sur le côté quand on va au cinéma, il y a un acte social parce qu'on prend le bus ou le métro ou je ne sais quoi. Et j'imagine très bien que aller 17 fois dans 17 endroits différents, c'est aussi un acte citoyen pour le coup. Et ça, mais c'est vraiment intéressant. Il y a une scène donc, que vous connaissez parfaitement que dans la W d'Ironique où Véronica, donc en Pologne, voit quelqu'un qui lui ressemble, mais comme deux gouttes d'eau étrangement. Et à ce moment-là, elle est là, elle est seule dehors, elle est en extérieur, elle est dans une énorme cour, et puis autour d'elle, il y a la grande histoire en mouvement, c'est-à-dire qu'on voit. Et cette scène, alors et en plus, c'est pas filmé en plan large, c'est circulaire, et je trouve que là, on atteint quelque chose que peut-être seul le cinéma de Kieślowski peut dire. C'est que il y a la résonance ou l'écho. Pour le coup, c'est pas de l'écho parce qu'on le voit, c'est des images. Il y a la grande histoire et il y a elle. Et ce qui l'intéresse à ce moment-là, ce qui est important, ce qui est plus important que peut-être sa vie, c'est ce double. Enfin, elle se voit. Et je trouve que ce qui est magnifique, c'est qu'est-ce qu'on voit réellement dans cette image? Est-ce qu'on voit la grande histoire ou est-ce qu'on voit l'individu? Et qu'est-ce qui est réellement plus important? Et c'est quoi les répercussions? Qu'est-ce qui fait la grande histoire? Ben, la grande histoire, c'est l'individu, finalement. Et je trouve que cette séquence, elle est impressionnante. Impressionnante. Ah bah oui, elle est impressionnante, ne serait-ce que de façon sensible. Hein. Il y a un mouvement de caméra. Hein. Donc le deuxième personnage prend l'autocar, c'est donc la Française qui prend l'autocar pour repartir de cette ville. Et il y a un mouvement de caméra associé au mouvement de l'autocar sur la place qui est totalement vertigineux. Et effectivement, c'est le vertige du personnage que le spectateur éprouve à ce moment-là. Il y a une manière très fine de glisser une information, c'est-à-dire qu'effectivement ces deux femmes ne sont pas le rêve l'une de l'autre, un fantasme, puisqu'elles se croisent à un moment donné, hein, ce sont bien deux femmes réelles dans la diégèse en tout cas, et puis il y a le fait qu'elle est en effet là au milieu d'une énorme manifestation avec des manifestants qui courent, qui sont pistés par la police, etc. Et vous avez raison, il y a ce collectif et cet individuel. Alors ça, c'est une des grandes marques du cinéma de Kieślowski, hein, c'est-à-dire que la question collective est toujours présente. Politique, très nettement au début de son œuvre, les premiers longs métrages en particulier, hein, vous avez cité La cicatrice, ou bien il y a des films comme ça, ou le hasard, très explicitement politiques, et puis beaucoup plus suggestivement à la fin. Hein, j'ai revu Rouge récemment. Dans Rouge, il n'est pas question de politique. En revanche, il est question de la compassion ou de l'attention qu'on peut avoir pour la chose collective. Et il y a un individu, une sorte de misanthrope qui est joué par Jean-Louis Trintignant, qui ne cherche pas à s'occuper des affaires du monde, et au contraire une jeune fille très idéaliste et très morale justement, qui elle est préoccupée par les affaires du monde et du collectif. Et tout Rouge est une méditation sur la légitimité qu'il y a à s'intéresser aux affaires du monde. Et c'est exactement ce que vous décrivez de cette scène magistrale, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, Kieślowski ait voulu, continuer à questionner ce monde à travers le cinéma, mais en le faisant de France. Et je pense notamment, là pour le coup, au triptyque qu'on peut voir aujourd'hui, qui est Bleu, Blanc, Rouge, avec trois actrices quand même particulièrement. Je me souviens qu'à l'époque, c'était vraiment les trois actrices phares d'un certain cinéma français. Il y a Juliette Binoche dans Bleu. Julie Delpy, bon, c'est différent. Elle a peut-être pas autant de présence que le personnage joué par Binoche et le personnage joué par Jacob, mais quand même, c'est dans Blanc. Et dans Rouge, on retrouve Irène Jacob. Et qu'est-ce qui fait que à ce moment-là, la France a été à part l'économie, à part effectivement la rencontre avec Mara Karmitz, tout ça c'est une évidence. Mais
Qu'est-ce qui a fait que Kieslowski ait eu envie de filmer ce territoire? Alors, sur sa motivation personnelle, individuelle, j'en sais rien. C'est vrai que après le succès du Décalogue, les producteurs, deux producteurs français, en l'occurrence, lui proposent de venir tourner avec beaucoup d'insistance, et ça a été presque une course. Hein. Donc le premier lui a fait tourner La double vie de Véronique, et puis Marine Karmitz ensuite les trois autres. Je crois que ce qui intéressait quand même Kieslowski, c'était de pouvoir s'exprimer. Mais pouvoir s'exprimer, c'était pas forcément en termes politiques, c'était aussi en termes budgétaires, en termes de collaboration avec des acteurs et des actrices, précisément, etc. Il a gardé beaucoup de techniciens polonais, il a gardé des chefs opérateurs, vous y faisiez allusion tout à l'heure, il a gardé des acteurs, voilà, Blanc est tourné en partie en Pologne, oui. Il revenait régulièrement en Pologne, c'est là qu'il est mort, et il disait, à un moment, à la fin de sa vie, quand il avait déjà décidé d'arrêter le cinéma quand il est mort. Il avait dit, je ne veux plus tourner. Ça avait été ça avait été une surprise. Il avait 51 ans à l'époque, hein, et il disait, moi, mon avenir, c'est d'aller fumer une cigarette derrière une cabane en bois en Pologne. Et il y avait ce rêve, je ne sais pas si c'était un fantasme ou si c'était vraiment un projet, mais de se retirer, de vivre une vie à l'écart, disons. Alors je me suis éloigné de votre question. Non, c'est passionnant ce que vous dites. Je pense que il avait l'impression d'avoir effectué le parcours, c'est-à-dire effectivement après avoir tourné en Pologne, d'avoir fait cette expérience d'un cinéma différent, d'une possibilité de cinéma différent en France, et donc pour revenir à votre question, je crois que c'était ça la motivation, c'était pour pouvoir tourner différemment. Mais vous savez, vous avez cité tout à l'heure Skolimowski, Polanski, Vajda est aussi allé, donc tous les deux qui sont allés tourner à l'extérieur. Vajda est aussi allé tourner à l'extérieur. Enfin, c'était malheureusement le lot de ces cinéastes polonais, c'était d'aller tourner à l'extérieur. Comme on se disait hors caméra, il est impossible, inconcevable de parler de tout Kieslowski en une émission. Il faudrait plusieurs émissions pour aborder cette œuvre. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a eu la possibilité de voir ces films, que cela soit la Cinémathèque, et il y a 4 films actuellement dans Paris. Et donc, j'imagine... Oui, parce que ce que j'ai oublié de dire, et que c'est très important, c'est que ces films ne sont pas que... Enfin, ils sont montrés, c'est important, mais ils ont été aussi restaurés. Et ça, c'est très, très important, parce que, pour le coup, on appréciera ne serait-ce que la formidable, le vertige du récit, mais aussi est très important la photographie qui est un élément de mise en scène assez incroyable chez Kieslowski. Les films sont disponibles, La double vie de Véronique, 3 couleurs, bleu, blanc, rouge, vous pouvez les voir actuellement, et on va s'arrêter là. Et je vous remercie énormément, Vincent Amiel, d'avoir pris le temps de nous parler un peu de ce cinéaste fondamentalement important. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée, générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle.